Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Moto G4+. Donc la première tablette de la gamme G de Lenovo, de la gamme Moto, puisque la gamme G, donc c'est la gamme milieu de gamme, entre entrée et milieu de gamme. Et donc là, on va parler de la tablette, le Moto G4+. Alors il faut savoir qu'il y a le G4, qui est avec un appareil photo qui est moins bon et pas de charge rapide. Celui-ci en est équipé, donc un appareil photo qui est assez correct et d'une charge rapide, donc qui va permettre de recharger plus rapidement le téléphone. Donc le téléphone à 300 €, il est équipé d'un Snapdragon 617, un écran de 5.5 Full HD, et bien sûr Android Stock, ce qui fait un peu la force des Lenovo. Il est aussi bien suivi d'ailleurs que les hauts de gamme, donc ça c'est une bonne chose. Et on va voir tout de suite quelle direction a pris Motorola par rapport à ça, ce qui fait que c'est assez intéressant de voir ça. Et on va voir par rapport à la concurrence. En plus de ça, par rapport au moment où je fais le test, le téléphone il est sorti à 300 €, maintenant il est à 249, donc il est peut-être plus intéressant maintenant, et on va regarder ça tout de suite. Au niveau du design, donc on se retrouve avec un téléphone de 5.5 pouces. Donc ici, on va faire un petit tour du propriétaire avant d'en parler plus précisément. Donc en bas, on a un lecteur d'empreintes avec le micro qu'on peut voir ici. Je vais essayer de faire, hop, voilà, parfait. Donc un micro qui est ici, c'est assez étrange de le voir juste ici, alors qu'en général, c'est mis ici. Pourquoi pas, mais c'est un peu bizarre, c'est assez étrange. Ensuite, en façade, on se retrouve toujours avec, en façade, hop, ici, le haut-parleur qui est cette fois-ci enfoncé. On a ici, on peut voir l'appareil photo, et ici on a le capteur de luminosité qui se voit ici très discrètement, capteur de luminosité et capteur de proximité. Nous avons ensuite au dos, donc ici une coque qu'on va pouvoir enlever, je vais l'enlever juste après, donc avec le M de Motorola qui a été gardé. On a une barre ici, donc qui fait vraiment penser aux anciens Motorola aussi, avec le flash double turn, donc qui va permettre d'avoir quelque chose de plus naturel, ainsi que l'appareil photo et capteur laser en haut. Et on a droit au deuxième micro qui est ici, donc toujours pas sur le bord, sur la tranche, mais ici. Donc c'est assez étrange comme choix, encore une fois, par rapport à ce que fait la concurrence. Sur les bords, on a droit donc ici au volume plus-moins, ainsi que le bouton power qui lui est strié. Donc hop, on peut le voir ici, hop, qu'il y a une petite différence. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve avec donc ce bouton strié au-dessus du bouton volume. C'est normalement l'inverse, mais avec Motorola, le nouveau maintenant, ils ont toujours fait l'inverse. Pourquoi? Aucune idée. De l'autre côté, nous avons rien du tout. Et en dessous, nous avons droit à un port micro USB type B, donc l'ancien, et pas le type C, le nouveau. Ainsi que donc ici la petite encoche pour pouvoir ouvrir la trappe. Et donc on se retrouve ici avec voilà la trappe. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette petite trappe? Eh bien, alors première chose déjà, c'est qu'on a droit à des adaptateurs ici pour pouvoir mettre sa carte SIM. Je vais essayer, hop. Donc là, on va voir vraiment les encoches qui va permettre de tenir la SIM, parce que c'est de la micro SIM. Et donc si vous avez de la nano, eh bien vous pourrez en fait directement utiliser ces adaptateurs. Vous avez donc ce qui fait que ça fait un vrai dual SIM et micro SD, quelque chose qui peut plaire à certains. Ensuite, donc là, on a les antennes qui sont juste vissées, donc c'est pas quelque chose de mis directement dans le plastique, mais là, on peut voir carrément, c'est du métal qui est mis là. On a la batterie ici de 3000 mAh, et donc voilà, donc en plus on a ça, donc version 16 Go, on a le modèle exact, donc le XT1642, qui ne se voit pas très bien là, mais en tout cas voilà, on l'a ici. Donc ce qui va permettre de cacher en fait une trappe, au lieu d'avoir une trappe, on va vraiment avoir quelque chose, juste une coque qu'on va pouvoir enlever. Donc ça c'est une bonne chose, en plus ce qui fait que si jamais vous l'endommagez, vous pouvez la remplacer. Donc ça pourquoi pas, c'est une bonne chose. Après par contre la batterie, elle, on ne peut pas l'enlever. Alors, donc au niveau de l'encombrement, c'est plutôt pas mal. Si on compare à l'iCatel Idol 4S, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus large. Donc comme on peut voir ici, si je mets en bas, hop, ici, on peut voir c'est légèrement plus large. Et en termes de hauteur, on est légèrement moins haut, vu que forcément l'Idol, lui, elle est haut-parleur. Donc c'est assez correct pour 300 €. Par contre, donc on est sur quelque chose qui est en plastique, à l'ère là où tout le monde remplace par du métal. Donc certains vont préférer, d'autres non. Donc ça, c'est un choix à faire personnel. Ce qui est bien au moins, c'est que ça tient bien dans la main. Et ça, c'est une bonne chose. On a une prise en main qui est assez douce, assez agréable. Surtout, voilà, en plus, l'hiver approche. Donc, ce qui fait qu'on va pas avoir le froid du verre ou le froid du métal. Donc ça, c'est bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est assez perturbant au niveau du bouton volume power, mais après, ça vient assez rapidement. Sachant que de toute façon, quand on le fait, on le bouge, il se réveille tout seul, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, on a le lecteur d'empreintes. Lecteur d'empreintes efficace, mais ça, j'en reparlerai rapidement dans la partie surcouche. Mais le problème de ce lecteur d'empreintes, c'est un peu son design. Et en plus, on voit bien mon empreinte, ça c'est cool. Qui la veut, qui la veut. Mais ce lecteur d'empreintes est carrément trop petit. Quand vous voyez le doigt et quand vous voyez la taille du lecteur, c'est assez étrange. Je ne comprends pas pourquoi le lecteur d'empreintes est comme ça. En plus, il ressort vachement, il ressort plus que les Moto Z, qui eux sont plus discrets, ce qui fait que c'est assez désagréable. Donc, je me retrouve avec un lecteur d'empreintes où je suis pas fan. En plus de ça, si on voit, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. J'essaie de ramener, hop. Mais on peut voir en fait un jour assez léger, mais un jour juste ici, qui permet de voir en fait la fiche. On voit là, le orange. Hop, allez. Le orange qui est en fait la fiche de connexion. Et ça fait un peu... Ça le fait pas trop en fait. Pour un téléphone à ce prix-là, on voit le jour en fait ici, en fait là où je mets la lampe. Et on peut voir en fait le orange. Donc ça, je l'ai remarqué assez rapidement, c'est assez discret, mais c'est assez piquant en fait. Le fait que ce soit orange, en fait, ça peut ressortir, dès qu'il y a un peu beaucoup de luminosité, ça peut pas mal ressortir. Et donc, montrer un peu justement que c'est pas forcément bien foutu. Aussi, au niveau... Hop, ici par exemple, parfois c'est pas forcément bien ajusté, ce qui fait qu'on a quelque chose ici qui est pas parfait, sachant qu'aujourd'hui on peut trouver quand même des choses, des téléphones en plastique qui sont très bien finis. Là, je trouve qu'il y a un petit léger manque. La jointure est pas très belle, je trouve. Voilà, c'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Après, le Motorola, ça a jamais été très très esthétique, mais ouais, c'est pas. Je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Après, il n'y a pas beaucoup de défauts. C'est surtout le lecteur d'empreintes qui je trouve pas terrible là-dessus, qui me déçoit, clairement. Mais après, au-delà de ça, c'est un téléphone qui globalement est bien fini. C'est juste la jointure en fait entre la coque et la partie en plastique qui est pas forcément très bien faite. Mais c'est doux, c'est agréable à prendre en main. Après, voilà, il est pas très beau. Il faut le dire ce qui est, un téléphone qui est pas très très beau. Donc c'est un peu moyen. Qui dit Motorola ou le nouveau maintenant, dit forcément Android quasi pur. Donc là, on est sur Android 6.0.1. Android Nougat devrait pas tarder à sortir. En termes de nouveautés, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel puisque ça va reprendre tout simplement ce que fait Google avec quelques petites applications supplémentaires. Quelles vont être ces applications? Eh bien, tout simplement, on va les regarder. On a l'application appareil photo qui, elle, est assez épurée, voire très épurée, puisque, donc là, en plus, je suis en mode un petit peu mieux, mais en gros, on va voir les paramètres ici. Ça a été un petit peu amélioré. Avant, c'était un petit rond comme ça. Maintenant, on a un vrai menu qui s'affiche avec vraiment le minimum en termes de choix. À droite, on va voir la galerie. Hop. Et ensuite, voilà. Donc ça, c'est l'appareil photo. Ça va être vraiment, vraiment épuré. Comme on peut le voir, il y a un minimum de choses. Ensuite, nous avons tout ce qui est de plus classique. Qu'est-ce qu'on va avoir de Motorola? On va voir Moto qui va permettre de gérer les gestes. Donc par exemple, secouer pour prendre une photo. Donc si je fais hop, ce qu'ils disent tout simplement, ça va lancer l'appareil photo. Pourquoi pas? Après, c'est pas ce que je trouve de mieux. Après, on a comme ça pour le flash. Et après, on fait comme ça et ça l'éteint. Donc on a retourné, levé pour couper la sonnerie. Donc c'est des choses assez simples. L'intérêt est peut-être très limité, mais ça permet de voir quelque chose de sympa. Alors, qui dit aussi le nouveau, la gamme Moto, dit pas de lumière de notification, mais seulement un écran qui s'allume. Je trouve ça toujours dommage qu'ils utilisent un écran IPS pour ce type de choses, alors que c'est quelque chose qui est fait pour, donc ce que je vais vous remontrer, alors que c'est fait plus pour des écrans AMOLED. On peut choisir d'avoir l'écran qui reste éteint de telle à telle heure pour pas que ça vous dérange la nuit, ce qui est normal. On peut choisir le degré de détail des notifications ou bloquer telle ou telle application pour pouvoir justement afficher que ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a, en général, c'est assez limité maintenant. Il y avait d'autres petites choses, je crois, mais voilà, en fait, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a de plus, à part Android, du Android classique, c'est tout ce qu'il y a en plus. Donc c'est assez impressionnant, en fait, à quel point c'est vraiment limité en termes de... Voilà, c'est vraiment pour donner l'expérience utilisateur la plus
comment dire, pur possible, tout en ajoutant 2-3 petites choses, histoire de se différencier légèrement et avoir un petit plus. Il faut savoir qu'il y a quand même une petite chose aussi, si vous voulez, par exemple, faire un... Hop, on va faire Motorola, et on a des petites choses supplémentaires, comme par exemple Motorola Connect, pour gérer les appareils, pour les différentes choses. On a ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? C'est surtout Motorola Migrate, qui va permettre en fait de gérer en fait et de restaurer des données d'un téléphone à l'autre en Wi-Fi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez sympa, sachant que ça gère Android et, comme on peut voir ici, iPhone. Donc ça peut être sympa. Après, tout dépend de votre de l'intérêt que vous avez à utiliser ça, mais ça peut être voilà, ça peut être utilisé. À partir de là, par contre, ça va être arrêté à partir de la version Android 6.0. Donc, ce qui fait que bientôt, ça va disparaître, puisque Motorola, c'est fini. Mais c'est très léger, c'est en tout cas efficace, c'est fluide. Globalement, il n'y a pas de grand-chose à dire. Au niveau je suis arrivé. Au niveau de la vitesse d'exécution, etc., il n'y a pas de souci en soi. C'est vraiment correct. On est avec un Snapdragon 617 qui est plutôt bien maîtrisé. C'est pas un foudre de guerre, mais en tout cas, il fait ce que l'on veut. Il réagit plutôt bien, comme on peut voir. Il n'y a pas de grand temps d'attente. On a l'avantage surtout d'avoir Android pur qui forcément sera beaucoup plus réactif qu'un téléphone avec une surcouche. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et avec une RAM qui sera tout à fait correcte aussi. Donc là-dessus, pas de souci. Au niveau du lecteur d'empreintes aussi, pareil, on peut voir, c'est assez réactif. Ça met un petit peu de temps parce qu'on est sur du milieu de gamme, mais on est sur quelque chose qui est tout à fait correct. On est moins bon qu'un Motorola, enfin qu'un Honor, mais on peut voir en tout cas que si on attend un petit peu, ça réagit plutôt bien. Donc là-dessus, voilà, c'est très léger. Pour ceux qui veulent une expérience pure, eh bien, ils seront ravis. Pour ceux qui veulent plus que ça, là, ils seront un petit peu déçus, forcément, puisque ce n'est pas le but des motos. C'est vraiment d'avoir la chose la plus épurée possible. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran de 5.5 pouces, un écran IPS qui est en 1080p. Et donc cet écran, au niveau des couleurs, c'est assez correct. De base, c'est mis en vif. Donc on a une petite chose pour gérer le mode des couleurs. Donc normal ou vif. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus vif, mais c'est très léger. Au niveau des couleurs, non pas grand chose à dire. C'est plutôt bien maîtrisé. J'ai pas de choses particulières. L'écran est correct sans être non plus extraordinaire. On a des bons angles de vision. On a en termes de mini maximum, hop, ici. Donc minimum, on est assez correct, on aurait pu faire mieux, et maximum, on est sur quelque chose de bien sans être extraordinaire. Donc c'est un écran qui est bien, mais qui n'a rien de spécial en soi, pas de choses particulières. Ce qui est dommage toujours, je le redis, parce que c'est un nouveau, c'est qu'on a droit à faire, donc par exemple pour le réveiller, à ça. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un écran IPS et ce type de choses est fait pour un écran AMOLED, ce qui fait que pour l'autonomie, forcément, ça va impacter un petit peu. Ça dépend le nombre de fois où vous allez gérer ça ou comment il va réagir. Mais ça peut être la petite chose auquel je trouve ça dommage toujours, qui n'utilise pas d'AMOLED, qui permet de les différencier un petit peu plus en plus de ça, ce qui était le cas avant et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc voilà, mais après voilà, au niveau de l'écran, voilà, c'est un écran tout à fait classique. On a la gestion bien sûr automatique de la luminosité, mais c'est vraiment, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il fait bien le taf, les couleurs sont correctes, elles sont voilà en normal, elles sont bien maîtrisées, donc j'ai pas de choses de particulières, il n'y a pas de gros défauts, il n'y a pas de réel avantage. Au niveau du son, on se retrouve avec un smartphone qui a une prise jack 3.5 de bonne qualité, donc ce qui fait qu'on va avoir un son avec un bon rendu qui est assez dynamique et neutre, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau du haut-parleur, donc là on perd un peu le double haut-parleur qui était en train d'être mis en place par Motorola sur les Moto X, et donc là on est sur quelque chose d'un peu plus simple. Hop. On va être à une musique.
Donc là, un peu compliqué, forcément, on est sur un haut-parleur qui est assez sympa, qui est très correct en termes de rendu, mais qui va vite être là un petit peu saturé dès qu'il y a un petit peu trop d'informations. Donc on va être sur quelque chose de beaucoup plus classique et un peu moins quali que ce que proposait Motorola il y a un an de ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage de perdre un petit peu de ça par rapport au lecteur d'empreinte qui est placé ici. Après, à vous de voir au niveau de l'utilisation, mais on perd sur ce point-là. Au niveau de la gestion du son, donc là, on va être avec quelque chose qui en soi n'a rien d'exceptionnel. En fait, ça va être tout à fait classique. Encore faut-il que j'aille au bon endroit. Mais en gros, là, on va être sur... voilà, on n'a pas de réel changement particulier par rapport à Android pur. On a juste droit à un égaliseur qui a été un petit peu remanié en termes de design, mais c'est exactement le même que ce que propose Google. Donc, il n'y a pas de gestion particulière au niveau de la jack. Après, de base, elle est très bien. Pour ceux qui veulent plus de base, après, il faudra gérer au niveau de l'égaliseur quand il est disponible. Donc, normalement, il devrait être dispo là. On va aller regarder rapidement. Forcément, comme j'utilise pas du tout. Pourquoi il me propose ça? Je ne veux pas m'abonner. Si on regarde égaliseur, on va le voir. Donc là, c'est voilà, c'est géré un petit peu. J'ai mis en base dynamique pour que ça donne un petit peu plus de pêche au parleur là. Et sinon, en stéréo, je laisse comme ça parce qu'après, en général, avec le surround, ça donne pas forcément très bien. Après, à vous de voir. Mais voilà, c'est très basique. Il n'y aura rien d'exceptionnel. Autant laisser tel quel, elle est très bien. Au niveau de l'appareil photo, on se retrouve avec un capteur 16 mégapixels à l'arrière. Donc, on n'aura pas de choses particulières. Mais en tout cas, au niveau de la qualité, on est sur quelque chose d'assez correct, comme on peut le voir directement là. On a très peu d'options en soi, comme vous pouvez voir ici, capture rapide, enregistrer le lieu si on veut ou non, taille de ça, si on veut le type d'obturateur, si on veut choisir, si on appuie n'importe où ou non pour donc capturer la photo. On a droit du Full HD en 30 fps pour ça, et on a même un ralenti en 140p en 120 fps pour ceux que ça pourrait intéresser. Si on va sur la droite, bien sûr, on va sur la galerie. Donc ensuite, on peut choisir en mode pro, ralenti, panorama ou vidéo. Mode pro, on va pouvoir gérer différentes choses. Donc comme bien sûr, donc la gestion un petit peu pré-réglée selon le truc où on laisse en automatique. On a un retard, donc on peut choisir combien de temps il faut déclencher. Donc là, on va pouvoir gérer justement donc en auto, donc soit du 1/6000, soit jusqu'à 1/6 de seconde pour déclencher la photo. Enfin, pour que la photo soit prise, en fait. On a les nombres d'ISO. Et on a, si on veut que ce soit éclairé ou assez sombre, selon ce qui est proposé. Et après, vous pouvez choisir les tous en même temps. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose d'avoir ça, parce qu'avant, ça l'intégrait pas du tout. On n'avait pas du tout de mode pro ou quoi que ce soit. On était un peu livré à nous-mêmes avec le mode auto, qui était très simplifié. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose qui l'a amélioré. Après, donc au niveau des photos, on va voir quelque chose qui est assez correct. Hop, on va aller sur Google Photos. Donc ici une photo, donc vous allez pouvoir voir l'album en dessous dans la description. En soi, il fait des bonnes photos qui sont très correctes en pleine journée. On peut voir différentes choses. Là, c'est un petit peu... Hop. Donc après, je vous laisse regarder. Mais globalement, plein jour, il fait des bonnes photos. En intérieur, il sera un peu plus limité. Ça se sentira. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Hop. Donc, en termes de selfie, on se retrouve avec quelque chose aussi qui est plutôt correct. On n'a pas beaucoup de détails, mais au moins on est bien éclairé, on affiche bien. Donc ça, c'est plutôt cool. On a voilà, un appareil photo des deux côtés qui est tout à fait correct, qui est sans être exceptionnel, à une bonne qualité globale. Donc là, on peut voir une petite photo d'une petite fleur. C'est un petit peu flou. Je pense que en fait, l'appareil doit beaucoup compenser avec l'HDR pour faire des photos qui sont globalement correctes. Ici, avec cette fleur-là, on peut voir qu'on a quand même pas mal de détails. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Donc après, je vous laisse regarder, bien évidemment, pour vous faire votre propre idée sur l'album. Ici, on va avoir le mode ralenti. On va le voir ici qui va s'activer. Donc un mode ralenti qui est correct. Après, on a pu voir, il est limité en termes de résolution. Mais c'est tout à fait correct. Au moins, il a la présence d'être là et de bonne qualité, sans être non plus être assez mauvais. Donc ça, c'est plutôt cool. Globalement, on a une bonne qualité. On peut voir ici, hop, si je zoome vraiment, on va voir qu'on a encore pas mal de détails. Donc voilà, c'est un capteur qui, sans être exceptionnel, fera l'affaire pour la plupart des gens. Au niveau de l'autonomie, donc là, on a une batterie de 3000 mAh, donc
C'est une batterie qui est tout à fait correcte, qui est dans la moyenne de ce que fait les phablettes. Moi, en termes d'utilisation mixte, comme d'habitude, donc réseaux sociaux, un petit peu de jeux type Clash Royale, Wi-Fi 4G, luminosité automatique, j'étais à peu près sur les 5h30, 6h30. Et avec mon test YouTube, donc ici, donc c'est-à-dire luminosité au maximum, pas de son, synchronisation activée, donc avec les mails, etc. J'en suis arrivé, donc là on est à 13% à 5h47. Donc il faut compter pour les 15% 5h40. Donc c'est dans la bonne moyenne. Si on compare ici donc avec le tableau Excel, que vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de la vidéo pour voir avec les mises à jour, etc. Donc Drive, il est là. On va pouvoir comparer, mais c'est dans la bonne moyenne. Ici, hop, autonomie YouTube. Et donc ici, si on compare, donc là, j'ai fait à peu près 5h35 pour YouTube. Je l'ai marqué ici, c'est entre 5h30 et 6h30. Si on compare, donc on est moins bien que le Pro 6, qui était très bien optimisé. On est mieux que le Honor 8, mieux que le Apollo Lite, mieux que le Honor 5C. On est moins bon que le Zenfone 3 à 5.2 pouces, qui lui, il a su, avec le Snapdragon 625, il y a vraiment un réel gain en termes d'autonomie. En gros, celui qui est équivalent, c'est, on a le Lenovo K5, on a le Oppo F1 Plus qui faisait mieux, et après c'est les Samsung A5 que j'ai pu tester. Ensuite, au niveau de l'utilisation réelle, comme j'ai dit, c'est entre 5h30 et 6h30. Donc là, on peut voir que le Pro 6, c'est à peu près équivalent. Donc là, on est avec le Honor 8, c'était à peu près la même chose aussi. Je peux arriver jusqu'à 6h30. Apollo Lite, je suis un peu moins. Le 5C, je fais carrément moins. Je fais un petit peu mieux que l'Idol 4S. Et je fais à peu près aussi bien que le Zenfone 3. Donc ce qui fait que c'est une autonomie qui est tout à fait correcte, qui est en accord par rapport au processeur quand c'est bien géré. Le Snapdragon 617 est plutôt pas mal en termes d'autonomie. Il y a un bon compromis, donc ce qui fait que c'est correct. Au niveau du processeur, au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un Snapdragon 617 à 1,5 GHz, un octo-core. Et donc, au niveau des résultats, hop, ici, donc, notre petit résultat où je parle de la chauffe. Ici, donc, j'ai commencé ici à 9h40, 9h30. Donc, on a commencé avec un score ici de 669 ici en simple cœur et 1776 en multicœur. Et donc, hop, on remonte. Après, ça augmente un petit peu jusqu'à 1805. Et on reste assez stable, puisqu'on peut voir, hein, là, on en est à plus de 2 heures. Alors après, je sais qu'il y a un moment où j'ai pas pu enchaîner, mais en gros, il redescend au minimum à 1620 ici. Ce qui fait que ça fait une perte d'à peu près 10% de score, donc c'est quand même très correct, donc il chauffe très peu au final. Ça a juste tendance à chauffer ici, mais rien de grave. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc c'est-à-dire qu'il maintient ses performances. Après le problème c'est que les performances elles-mêmes sont justement pas très... c'est pas extraordinaire. On est en dessous d'un Snapdragon 800 en simple cœur, tout comme en multicœur. Ici on est équivalent... Alors, on peut voir que le Mi 4C fait 1960 avec le Snapdragon 808. Ça fait pas beaucoup. Donc, 1677, on est sur un score qui est pas extraordinaire. Quand on peut voir que le Snapdragon 801 peut aller jusqu'à 2200, 2300, voire quand c'est bien optimisé jusqu'à 2800 à peu près. Le Snapdragon 650 est lui à 2602, donc il reste quand même largement plus performant, sachant que ça, c'est la version 6 cœurs, le 650. Ici, le 810 est à 2675. Ici, on remonte, bien sûr, le meilleur. Actuellement, c'est le 8898 Note 7, le Défunt 97, qui est à 5200 points. Donc, on est sur un tout petit score. Après, au-delà de ça, ça reste un processeur qui est assez correct dans l'utilisation. En termes de processeur graphique, sur la partie bureautique, on est sur un score de 3088. Donc 3088 par contre c'est plutôt un bon score. Quand on regarde la concurrence, on est sur le haut du panier. Donc après il faut voir un petit peu par rapport à ce qui est fait, mais c'est quand même un très bon score. C'est même assez étonnant d'avoir un aussi bon score sur un tel processeur graphique parce qu'il n'est pas très performant pourtant. Donc il a dû y aller sur certaines choses, il a dû bien bourriner pour être dans les meilleurs. C'est assez étonnant, hein, c'est-à-dire qu'il est quand même il arrive à tenir tête au Honor 8 qui est un peu au-dessus, ainsi que le Idol 4S, le Snapdragon 652, qu'on trouve notamment dans l'Idol 4S, que j'avais pu tester. Donc ce qui fait que c'est quand même un très bon score. C'est même assez étonnant d'avoir un tel score, par contre, par rapport au processeur graphique. Sur GFX Bench, donc GFX Bench plus pour la partie graphique,
Donc là, j'ai fait un test toujours sur la version longue performance, en performance sur du long terme, sur une demi-heure en fait de test. Et donc ici, on a perdu à peu près donc 10% de batterie sur une demi-heure de test. Et on peut voir ici les performances qui sont pas extraordinaires. Donc on est à 276 en moyenne, donc c'est assez moyen. Donc on est quand même sur du 1080p. Si on compare ici, donc on va aller chercher le score ici. Donc 274, sachant que vous pouvez voir l'iPhone 7 c'est 3000, le OnePlus 3 c'est 1847, et si on descend, et on va se retrouver à peu près là. Alors, qu'est-ce qu'on a de comparable? L'Idol 4S qui lui fait 301 à peu près, 300, sachant que lui par contre c'est du 2K, donc il a plus de pixels à gérer. On a le Huawei P9 qui fait seulement 300, normalement c'est un peu plus. Si on regarde, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'Honor 8 il est à 400. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de connu? Redmi Note 4 avec un Helio X20 à 336, sachant que le Apollo Light fait lui 2 fois plus. Le Yumi Super, je crois qu'il est avec un Helio P10, et donc lui, il fait, hop, ici, il fait un petit peu mieux, et en batterie aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Moto G4, donc voilà, là on est sur le Moto G4, Zenfone Zoom, ça va pas nous parler, Wiko Ufil qui lui est avec un MT6735, qui est avec donc un écran HD, fait quasiment équivalent, mais écran HD et 4 cœurs. Xiaomi Mi Max, on est à 228 avec un Snapdragon 650. Là on est sur des scores très faibles, c'est assez étonnant d'ailleurs. Ensuite, si on remonte, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Après, on n'a pas vraiment grand-chose d'autre de connu. Tab S, Mi Max, on en a parlé. Mais ils ont M3 Max qui est lui avec un Helio P10. Il est à 222, donc il est moins bon. Oppo R9 avec un Snapdragon 650 à 200. Donc voilà, à peu près. Ce qui fait que bon, il est vers le bas du panier quand même, hein, si on regarde par rapport à ce qu'il y a notamment. Nexus 9, iPhone 6, bon là ça remonte vachement, mais... Voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas très performant en termes de graphisme. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est sur quelque chose de très stable, ce qui fait qu'on ne va pas avoir de perte de performance au fur et à mesure du temps sur lequel on joue. On se retrouve sur Riptide GP2, donc là j'ai mis toutes les options au max. Donc au niveau des graphismes, là on peut voir justement que là c'est un peu limite. Là on est à peu près une vingtaine de FPS, voire moins. Ça saccade pas mal, je sais pas si ça se voit, mais là... Ça se voit pas mal, hein. Il est pas fluide du tout. Parce que là, j'ai vraiment activé tous les effets comme sur les autres. Et là, c'est pas fluide. Donc là, forcément, on est sur une puce qui est un peu limitée en termes de graphisme. C'est-à-dire que les derniers jeux tourneront pas à fond. Normalement, de base, il n'est pas avec toutes les options activées, donc ce qui fait qu'il sera fluide. Mais voilà, forcément, là, il est quand même derrière la concurrence pour la partie graphique. Ça reste correct. On va voir dans d'autres jeux. Mais c'est moins bien, forcément. Et c'est une puce qui quand même commence à être remplacée par d'autres plus performantes, le Snapdragon 125 ou le Snapdragon 650, qui sont quand même bien mieux. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais pour 250 €, on a quand même quelque chose d'honnête. On se retrouve sur Dead Effect 2. Donc là, c'est un jeu qui demande pas mal de ressources quand même. Il utilise surtout tout ce qui est dernière technologie. Et on va le voir, il a un petit peu du mal quand même. Il n'est pourtant pas trop, il demande quelques ressources, mais là on sent que c'est quand même moins fluide que la plupart du temps, puisque là on est sur un processeur qui est un peu plus limité. Et globalement c'est bien, mais voilà, on sent qu'il y a quand même une différence de fluidité. Là, le jeu a un peu plus de mal, il a tendance à un peu plus ralentir, ça se sent à l'utilisation. On termine par le dernier jeu qui est donc Real Racing 3. Donc là, directement, donc le jeu là n'est pas à fond. Donc il est en médium. On peut voir quand même que c'est pas très fluide. Alors après, il y a beaucoup de voitures aussi. Bon, je coupe bien sûr, hein, tel un dieu du pilote, je coupe complètement. Mais on voit que c'est un petit peu limitant. On doit être à peu près à 24-25 FPS, mais on n'est pas à plus. Hein. On est très loin des 60. On est plus entre les 24 et les 30. Ça reste fluide globalement, mais voilà, on n'est pas sur les 60, on est très loin de ça. Mais ça tourne plutôt bien.
Alors, que penser de ce Lenovo Moto G4 Plus qui est vendu aujourd'hui à 250 € lors de la sortie du test? Eh bien, il est tout à fait correct hein, pour ceux qui veulent une expérience Android pure. Il est tout à fait correct. Il a un appareil photo qui est plutôt pas mal. Il a un lecteur d'empreintes correct, même si bon, il n'est pas forcément bien designé. L'autonomie tout à fait bien, elle est vraiment correcte. Voilà, enfin, on a un ensemble qui est assez homogène. On est dans la lignée de ce que fait Motorola. Là je suis un peu moins d'accord par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est qu'au final, si on compare par exemple au Xperia, non pas au Xperia, oula, au Motorola X-Play qui était sorti l'année dernière, on est sur quelque chose que je trouve quand même globalement moins bien. Notamment au niveau de la finition, on a une batterie qui est moins intéressante. On a le gain du capteur d'empreinte, mais globalement, si je devrais conseiller un téléphone, je conseillerais plutôt le X-Play, parce que il a à peu près le même processeur. On est avec un Snapdragon 615, le Snapdragon 617 est en soi juste une mise à jour de certaines choses, mais qui est pas réellement... C'est quasiment la même chose en fait. Le X-Play a un meilleur appareil photo aussi, parce que même s'il est correct, il est quand même pas extraordinaire non plus. Ce qui fait que globalement, pour le conseiller, c'est plus compliqué. Moi, j'ai un petit peu du mal. Alors, comme aujourd'hui, il est à 250 €, il est plus intéressant. À 250 €, je trouve que là, il vaut beaucoup plus son prix, et on est sur quelque chose qui est homogène et qui correspond bien à son prix. Donc, ce qui fait que c'est plutôt pas mal, mais vraiment là où il y a un gros défaut, là où vraiment je trouve que Motorola aurait pu faire un effort, c'est par rapport à la finition. Même si c'est du tout plastique, il y a des choses qui, je trouve, ont un petit peu de mal à passer par rapport aux autres modèles. Je trouve qu'il y a une baisse un peu de la qualité, même par rapport au Moto G3 classique. Euh, c'est moins américain, mais la qualité de construction, je trouve, est moins bonne. Il y a une moins bonne sensation, et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça, c'est vraiment dommage. Euh, et voilà, par rapport au X-Play, j'ai pas l'impression qu'il y a, voilà, c'est pas équivalent. Certes, le X-Play de base était un peu plus haut de gamme pour l'époque, mais aujourd'hui, l'X-Play reste encore supérieur sur de nombreux points. Il a une meilleure batterie, voilà, pas mal de choses qui sont bien meilleures. Donc, si je dois vous le conseiller, je conseille plus de partir sur un X-Play pour ceux qui veulent quelque chose d'Android pur, plutôt que sur celui-là que je trouve moins bien. On sent qu'il y a une patte de Lenovo et qu'il y a un peu moins de Motorola. Il y a un peu moins de perfection, j'ai envie de dire, dans la façon de faire, même si c'était très américain. Mais il y avait, voilà, ils allaient au bout des choses et c'était réussi. Là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé quelque chose. Ils se sont dit, si on faisait un Motorola phablette un peu plus haut de gamme, mais pas trop, et je trouve que ça, c'est pas extraordinaire, même un peu étrange. Mais on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve qu'il est moyen. Enfin, il est dans le moyen bon. Mais voilà, il y a des choses à se reprocher. Après, la petite chose qui pas quand même, c'est qu'on a quand même, pour certains, ceux qui peuvent chercher, du dual SIM et carte SD, et qu'on peut changer la coque au pire si vous voulez le revendre. Donc ça, c'est quand même une chose qui est quand même pas mal. Par contre, la batterie, elle, ne peut pas s'enlever, mais ça fait une petite évolution, ce qui fait qu'on n'a pas de tiroir, donc on n'a pas besoin de petites tirettes là pour sortir le tiroir SIM, et ce qui fait que voilà, en plus de ça, on peut avoir les trois en même temps. Le X-Play fait d'ailleurs la même chose, mais avec un tiroir, donc ça, c'était aussi une bonne trouvaille qu'ils avaient fait. Mais c'est pas suffisant. Je trouve qu'il y a encore du travail à faire, peut-être à voir avec les prochains modèles quelle va être l'évolution. Mais c'est mitigé. J'aurais préféré qu'ils se concentrent un peu plus sur la finition, sans avoir forcément le lecteur d'empreintes, qui pour moi n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est sympa, certes, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et je préfère avoir une meilleure finition que d'avoir un lecteur d'empreintes et une finition un peu moyenne. Donc sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.